on peut avoir ces capacités et décider de les refuser, de faire entre guillemets «n'importe quoi» dans sa vie et cetera. Mais je pense que de toute façon, les aptitudes n'ont rien à voir avec, notre, savoir si on est bon ou mauvais finalement. On est enfin, en d'autres termes, soyons humbles, même le meilleur guérisseur peut être un gros con. Salut, c'est Ben Gananda et bienvenue dans Once Upon a Life, le podcast qui transforme ta réalité pour t'amener à rayonner et à t'élever. Je suis ravi de t'accueillir dans cette toute nouvelle émission, destinée à toutes les personnes se définissant comme curieuses et souhaitant plus de liberté, de santé et d'opportunités. Si tu ne sais pas encore qui je suis, moi c'est Ben Gananda, praticien en Ayurveda et simplificateur de rêves. Tu peux trouver plus de précisions quant à mon histoire dans le premier épisode, où j'explique aussi un peu plus le concept de ce podcast, ou alors sur mon site internet, à bengananda.com. Et si tu ne sais pas encore ce qu'est l'Ayurveda, tu peux écouter l'épisode numéro 2. Aujourd'hui, pour l'épisode numéro 3, nous accueillons Maïwenn Andrzejewski. C'est par hasard, même si je ne crois pas au hasard, que j'ai rencontré Maïwenn. Maïwenn est maître Reiki et énergéticienne. Anciennement experte en assurance et avec un bac+5 en biologie, et c'est important de le dire, plutôt sceptique quant au monde spirituel, elle est aujourd'hui au service de ses patients et de ses intuitions. Maïwenn est pleine de sagesse, et c'est un grand honneur de l'accueillir parmi nous aujourd'hui. Pour l'anecdote, nous avons fait un échange de consultations entre elle et moi. C'est-à-dire que je lui offrais une séance d'Ayurveda et elle une séance de Reiki. Une séance de Reiki, oui, mais pas que. Et c'est ce qui est fascinant chez Maïwenn. Elle sait s'écouter et écouter le corps du patient dont elle s'occupe. Elle va instinctivement soigner les endroits de ton corps qui en ont besoin. C'en est presque magique. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, je m'y attendais. Mais lorsque la conversation entre elle et moi est partie, il est dur de s'arrêter et c'est la raison pour laquelle tu le trouveras en 2 parties. Elle nous partage sa vision de la vie, tout simplement, si je puis dire. Elle nous donne son point de vue riche d'expérience, qui plus est pour quelqu'un qui ne croyait pas du tout aux énergies auparavant. Elle nous rappelle que les dons, ou les aptitudes, comme elle les nomme, sont accessibles à tous, et que notre condition d'humain est précisément ce qui nous rend si exceptionnels. Sans plus attendre, accueillons Maïwenn. Bonjour Maïwenn, bienvenue. Salut! Je suis ravi de t'accueillir. Merci à toi. J'aimerais commencer en te posant une question, et cette question, c'est quel est le dernier cadeau que la vie t'ait offert? Des amis. Des amis en fait, j'ai eu une période, assez houleuse dernièrement et je crois que contrairement à ce que j'ai pu beaucoup faire, dans les années précédentes, j'ai osé en parler, j'ai osé, m'ouvrir à certaines personnes qui étaient là à côté de moi et qui m'ont soutenue et enfin voilà, aujourd'hui je les considère vraiment comme des gens qui m'ont sortie, de la difficulté ou en tout cas suffisamment soutenue pour que moi je vive cette expérience, avec, beaucoup de positivité, beaucoup d'optimisme et ouais, je crois qu'il y a eu beaucoup de résilience, grâce à tout ça. Super, je trouve ça très humble comme réponse. Je trouve ça toujours très, oui, honorable de répondre à cette question, de répondre par des personnes. Voilà. Du coup, je partageais dans l'introduction que tu étais experte en assurance, mais je me demande qu'est-ce qui t'a amené à être maître Reiki énergéticienne? Alors, plein d'événements en fait, une suite, d'événements, je pense principalement, ma grossesse, quand j'attendais ma fille, j'avais un état d'être, d'émotivité très important, qui débordait dans tous les sens. Je savais plus trop quoi faire et du coup, ben, j'ai eu aussi des perceptions différentes. Et quand j'ai eu ces perceptions, je me suis demandé s'il fallait considérer que j'étais folle ou considérer que, il y avait peut-être autre chose qui existait et qu'on ne prend que rarement en considération.
Et puis comme je suis quelqu'un de curieux, j'ai pas pu faire autrement que d'ouvrir la porte et d'aller voir ce qu'il y avait derrière. Ok. D'ouvrir la porte et de trouver le Reiki, du coup, si je comprends bien. Hum, on peut dire ça, oui. J'ai commencé par le Reiki. En fait, il faut dire que je suis quand même quelqu'un qui était très ouvert sur la nature, sur la contemplation avant même de commencer le Reiki. Et je pense que ça a été la première porte vers une forme de spiritualité douce, en fait. En tout cas, une forme d'écoute de soi qui mène à la spiritualité. Et puis, avec le temps, les réflexions sur le sens de la vie, ce genre de choses, j'ai fini par rencontrer des personnes différentes qui m'ont amené à, à considérer la spiritualité, donc même une forme de spiritualité presque laïque, avant d'entrer de plein pied dans la considération du fait qu'on est une partie d'un grand tout. Et c'est là que les choses ont vraiment commencé avec le Reiki. Ok, super. Tu peux nous rappeler ce que c'est que le Reiki? Le Reiki, c'est un chemin vers soi, en fait, je pense. C'est D'accord. vraiment la meilleure façon de le définir. Il y a des gens qui le considèrent uniquement comme un outil thérapeutique, c'est-à-dire un moyen de soulager des douleurs ou physiques principalement, ou même de soigner des aspects émotionnels irrésolus, etc. Et puis, je pense que c'est bien plus que ça, en fait, parce que dès lors qu'on utilise l'énergie, qu'on se soigne avec l'énergie, en fait, on fait bouger toutes sortes de choses en soi qui sont d'un autre ordre que simplement l'émotionnel, le physique. Et on grandit et on évolue et voilà. Donc c'est le chemin finalement pour se retrouver soi, se retrouver son enfant intérieur et, euh, et du coup évoluer. Ouais, tu sais que cette notion d'enfant intérieur me parle beaucoup. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu donnes des soins. C'est bien ça, donc, tu aides les gens à se reconnecter à eux, si je comprends bien. Oui, effectivement, je donne des soins. En tout cas, du moins, j'essaye d'accompagner les gens vers justement leur enfant intérieur, leurs blessures, puisque je suis maintenant convaincue que de prendre conscience de ces blessures, c'est déjà une grande étape. C'est peut-être presque la plus douloureuse en fait. Une fois qu'on a découvert ces blessures, on peut décider de reprendre le pouvoir de sa vie, de remettre de la magie dans sa vie et d'être acteur, d'être responsable et de soigner et donc d'avancer. Donc oui, j'essaye d'accompagner les autres. Je le fais en écoutant, en parlant et, euh, et beaucoup aussi avec l'énergie parce qu'il y a pour moi, il y a toute une part de ce qui se passe dans la guérison qui ne peut pas se faire avec des mots. Même si les mots accompagnent bien la guérison, pour moi, en tout cas, c'est mon histoire, les mots ne suffisent pas. Les mots ne suffisent pas, donc c'est pour ça que là, tu peux parler de soins énergétiques, puisque tu utilises l'énergie, c'est ça? Absolument, oui. J'utilise l'énergie, donc j'utilise le Reiki, mais tout un tas d'autres techniques qu'on m'a enseignées. Du coup, un soin concrètement, pour les gens qui n'ont jamais fait de soins énergétiques et qui sont complètement profanes dans la matière, qu'est-ce que, en quoi ça consiste? Un soin, tu vas mettre tes mains au-dessus de la personne, concrètement, pour quelqu'un qui s'y connaît pas. Concrètement, dans les aspects les plus pratiques, ça veut dire que j'ai une table de massage sur laquelle les personnes s'allongent habillées et je peux être amenée à poser mes mains sur les épaules, le ventre, les bras. Évidemment, si les personnes que ça indispose, le contact physique, je peux le faire sans contact. Et je peux même le faire à distance, en fait. Je pourrais le faire par téléphone, finalement. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec l'énergie. C'est ça qui est fou. Mais je pense que dans le travail de thérapeute, ce qui est intéressant, c'est que on peut aussi avoir les gens à proximité. Et le toucher, c'est souvent la première étape de la guérison. C'est d'accepter ce contact pour la personne qui vient et de sentir la chaleur de ma main. Alors, il y a celle de ma main qui est à 37, 36 degrés 5, et puis il y a toute l'énergie qui passe aussi et que souvent les gens ressentent comme une grande chaleur
qui les envahit bien au-delà je dirais, de la surface de ma main. Pour revenir donc sur les soins à distance, je dirais que mon expérience, c'est que d'abord ça fonctionne, puisque je ressens les effets des soins à distance, je ressens le corps de l'autre à distance, je ressens les douleurs, je ressens les zones de blocage, je ressens les dysfonctionnements, etc., etc. Je ressens même les états psychologiques, les émotions, les choses sur lesquelles les gens butent, etc. Et pourquoi ça fonctionne en fait? Je pense qu'une des réponses, elle est donnée par la science actuellement, et donnée notamment par la physique quantique, qui est je pense, c'est vraiment la science qui va nous apporter des réponses dans les années à venir sur toutes ces questions, sur l'intrication quantique notamment, qui nous permet de comprendre que finalement, on peut obtenir une information. Si je dois vulgariser très grossièrement l'expérience qui a été faite, c'est de montrer que deux particules de lumière jumelles A et B qui sont collées l'une à l'autre et qu'on éloigne l'une de l'autre d'une certaine distance. Si on informe la particule A qu'on lui donne une information, en fait, instantanément, la particule B va obtenir la même information. Et pourtant, elles sont à distance. Et il n'y a aucune raison que ce qui se fait à l'échelle de quelques microns, angstroms, je sais pas l'échelle à laquelle s'est faite l'expérience, peut-être quelques centimètres. Donc il n'y a aucune raison que si ça se passe à cette échelle-là, ça ne puisse pas se faire à 10 000 kilomètres. Et ça, c'est une expérience que j'ai vécue. J'ai déjà fait des soins en étant en France, à l'île de la Réunion. Voilà. C'est aussi comme le sentiment qu'une maman peut avoir quand elle sent que son enfant est pas bien, et alors que cet enfant-là, il peut être à l'autre bout du monde, et pourtant la maman va sentir cette chose-là. Donc ça rejoint ce que tu es en train de dire. Absolument, ouais. Ouais, ouais. En fait, pour moi, l'énergie est amour, l'énergie est lumière, et vice-versa, en fait. Tout ça est lié. Donc, à partir du moment où on accepte que chacun est un canal qui est capable de recevoir ces informations, cette lumière, cet amour, je pense qu'on a tout compris. Et à ce moment-là, on peut se soigner, être connecté à ce qu'on appelle l'intuition. C'est ça aussi, c'est être capable de recevoir ces informations, en tout cas de se mettre dans cet état de réception. Et puis voilà, tant d'autres choses. Mm. Après, nos esprits humains, peut-être cartésiens, ont besoin de savoir le pourquoi du comment, mais je pense que la magie, justement, de toutes ces choses-là réside dans le fait qu'on ne sait pas tout, et on ne peut pas tout savoir. Et c'est ça qui est plutôt beau, je trouve. Je suis tout à fait d'accord. En fait, je pense que la meilleure disposition d'esprit pour un scientifique, et donc pour nous aussi, je pense, c'est l'ouverture d'esprit, d'être capable d'être ouvert à l'inconnu, parce qu'il faut être humble en fait dans la vie. On ne sait rien, on ne sait encore, en tout cas, tellement peu de choses sur ce qui nous entoure qu'il vaut mieux être ouvert et laisser des opportunités, des possibilités se présenter à nous, pour ensuite faire des choix, éventuellement refuser certaines, mais au prime abord, être ouvert. Tout à fait. D'où la notion de curiosité, d'enfant intérieur. C'est l'enfant qui est tout le Exactement. temps curieux, c'est l'enfant qui va aller jouer, et tellement il joue, il apprend, et enfin tout est naturel chez lui, quoi. Oh que oui. Et du coup, est-ce qu'un soin peut fonctionner pour tout le monde? Alors oui, oui, mais si justement on se trouve face à quelqu'un qui est très fermé, alors je dis pas, il y a une différence entre être fermé et être sceptique. Quelqu'un qui n'y croit pas, ou qui croit pas en la possibilité d'être guéri par l'énergie, peut très bien l'être, et facilement, à condition que cette position qu'il a soit comme une position, je dirais, de surface, qui n'engage pas justement son énergie. En d'autres termes, cette personne n'ait pas bâti une sorte de carapace énergétique autour de lui, qui empêcherait des idées, des gens d'interagir, des idées de venir à lui, et puis qu'il le refuse avec plus que juste sa capacité intellectuelle finalement à juger les choses. Parce que les personnes qui construisent cette armure autour d'elles, en fait, se protègent,
mais se protège de tout. Elle s'isole en réalité. Et bah, du coup, le premier travail de l'énergéticien, du thérapeute qui va travailler avec ce genre de personnes, ça va être de passer cette carapace, cette muraille, et ça consomme ça consomme de l'énergie et du temps. Donc, ça peut expliquer que certaines personnes nécessitent 3, 2, 3 séances pour arriver au cœur du sujet, quand d'autres, qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus faciles d'accès, peuvent obtenir des résultats très satisfaisants dès la première séance, voire même plus que satisfaisants. C'est pour ça que tu parles de thérapie du coup, parce que ça fonctionne peut-être sur plusieurs séances ou pourquoi tu utilises ce terme de thérapie? J'ai dit T'as, thérapie? t'as parlé Ah, d'énergéticien thérapeute. je parle de thérapeute parce que pour moi, donc c'est un terme qui est plus vaste et qui englobe éventuellement d'autres façons de faire que l'énergie pure. En fait, pour moi, par exemple, dans la sophrologie est une forme de thérapie, donc de thérapie brève en l'occurrence, qui va travailler sur des états modifiés de conscience avec des mots, mais qui a quand même une dimension énergétique. Enfin, je pense que de toute façon, à partir du moment où on interagit avec quelqu'un, on est dans une forme de travail énergétique. Mais disons que j'aime bien laisser la porte ouverte à d'autres approches thérapeutiques parce que je pense que on est tous différents et on a tous quelque chose à trouver dans une dans une sorte d'approche, dans une autre. Enfin, voilà, il faut trouver l'outil qui nous convient. Et pour moi, ce que je fais, c'est une façon de voir les choses qui conviendra à certaines personnes et pas d'autres. Voilà. Enfin, je cultive cette ouverture d'esprit pour moi aussi. D'où encore une fois cette notion de curiosité du coup. Si je suis curieux, les choses peuvent aller évidemment plus vite, mais c'est pas forcément le but d'ailleurs d'aller plus vite. Mais Les choses, disons que les choses viennent à moi. ouais. Les choses viennent à moi et si je suis capable en plus de les accueillir, alors tout se débloque beaucoup plus vite. D'accord, super. Mais du coup, dans tout ce que tu es en train de nous dire, est-ce que on peut parler de dons? Moi, je pense qu'on est tous capables d'avoir une, comment dirais-je? On est tous canaux en fait. On est tous capables de recevoir des informations, tous capables de faire un soin énergétique. Mais il y a deux choses. Il y a des gens qui naissent avec des capacités énormes. Je ne sais pas si on peut parler d'inné. Je pense aussi que c'est le fruit d'une expérience. Et puis, il y a aussi le travail. On peut travailler à être meilleur thérapeute. Il n'y a aucune honte à ça, hein. Je pense qu'au contraire, se baser peut-être que sur ses capacités innées, c'est bien dommage, puisqu'on peut tous devenir meilleur canal et on peut aussi beaucoup ouvrir de plus en plus son cœur. Je pense que c'est la clé du métier de thérapeute, c'est d'être ouvert au niveau du cœur pour laisser passer un maximum de ce qui revient à la personne. Ouais, je comprends. Euh, donc c'est ça en fait. On a tous ces dons-là. Faut simplement cultiver la curiosité et cultiver encore une fois l'enfant intérieur. Je dis ça parce que on dit bien que tous les enfants ont un don à la base. Et ils sont tellement ouverts qu'ils ont ces dons-là, justement. Tu vois ce que je veux dire, je pense. Oui. Ils sont tellement connectés que c'est en grandissant que les enfants perdraient ces dons-là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'effectivement, on vient au monde avec une grande ouverture et que les expériences de la vie nous ferment de plus en plus à des possibilités. Parce que oui, on avance, on fait des choix immanquablement. Hum, Donc, enfant, on a effectivement bien plus de capacités que les adultes. Bah, d'ailleurs, on dit d'ailleurs qu'un enfant jusqu'à 1 an est capable d'apprendre n'importe quelle langue. Et à partir de 2 ans, 3 ans, on voit que ces capacités diminuent. Donc ça, c'est des capacités, on va dire, qui sont liées au cerveau, puisqu'on on part d'un état omnipotent pour aller vers quelque chose de spécialisé. Dès lors qu'on se spécialise, on perd certaines facultés, effectivement, qui ne sont plus utiles puisqu'on choisit d'aller dans telle ou telle direction.
Je pense que c'est exactement pareil pour l'énergie. L'énergie et le corps sont liés, donc l'énergie et les capacités du cerveau sont liées aussi. Mais je pense qu'on peut entretenir certaines capacités. Si certains auditeurs, auditrices ont envie de développer mmh, des capacités médiumniques, des capacités de guérison, c'est tout à fait possible. Chacun à son échelle. There goes a sight from my soul. C'est la question que j'allais te poser justement, c'est imaginons qu'un auditeur pense ressentir des choses, mais qu'il n'arrive pas à mettre de mots dessus. Qu'est-ce que ce serait ton conseil à ce propos? Est-ce que tu conseillerais de se poser et de ressentir les choses, ou justement d'aller ailleurs et de pas se forcer à ressentir parce que les choses viennent toutes seules? Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais que l'observation de soi, de ses perceptions, c'est vraiment la clé de l'utilisation de ce nouvel outil, en fait. Pour moi, il faut, si on est un peu tête en l'air, il vaut mieux noter, noter les circonstances, noter ce qu'on a senti, noter les idées qui nous sont passées par la tête, voilà, noter ou en tout cas essayer d'en garder une trace d'une façon ou d'une autre, pour ensuite y revenir. Un peu comme quand on apprend une nouvelle langue, en fait, on fréquente des mots, on fréquente des nouvelles formes grammaticales et on construit son vocabulaire, on construit sa connaissance de la langue de cette façon. C'est tout à fait pareil pour moi pour ces facultés, qu'elles soient médiumniques ou de guérison, en fait. On apprend à écouter son corps. Ah, quand je sens ça dans ma main, c'est une pointe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça veut dire que c'est une douleur. C'est plus diffus. Ah, ça veut dire que c'est peut-être juste une gêne. Ah bah, quand je me connecte à la personne, ou en tout cas quand je mets les mains sur elle, tout à coup, je suis envahie par des émotions. Est-ce que c'est les miennes? Est-ce que c'est les siennes? Voilà, tout ça, c'est un parcours à faire pour se connaître, pour connaître la réaction qu'on a. Et je pense que voilà, c'est un travail qu'on doit faire d'ailleurs quand on est thérapeute toute sa vie, si on veut apprendre de nouvelles choses Hmm. et évoluer. Ouais, j'ai l'impression que tu es en train de redonner la définition du Reiki que tu as donnée tout à l'heure. Où tu Euh, disais que c'est pour aller au plus profond de soi et se connaître je sais plus exactement les mots que tu as utilisés, ouais. mais ça me refait penser à ça. Au final, c'est ça, ouais, c'est toute une exploration, toute notre vie, de toute façon, on est là pour explorer, pour se connaître, pour connaître son langage, c'est ce que tu es en train de dire. Exactement. Et ouais, Pour moi, la vie, c'est d'apprendre. pour moi C'est aussi. d'apprendre. Toujours, toujours. Et toujours rester humble face à ce qu'on sait déjà, parce que disons qu'on peut être fier d'avoir appris tant de choses déjà, mais se rendre compte aussi qu'il y en a encore tant devant nous. Et aujourd'hui, je parle de ce dont je suis à peu près sûre, mais il y a tant de choses encore que j'ignore et qui m'enthousiasment, parce qu'en fait, oui, je suis quelqu'un de curieux et j'ai de la joie à me dire: ah, je savais pas ça. Il faut absolument que j'aille explorer ce truc. Ouais, je vois. Et en fait, ce qui diffère de toi ou de d'autres personnes, c'est simplement que ça fait, comme tu disais, 5 6 ans que tu travailles à ça, que tu découvres des choses que, voilà. Donc c'est simplement j'ai l'impression que c'est aussi peut-être de la patience. Il y a de la patience et il y a une forme de passion aussi. Ouais. Je pense qu'il y a 7 ou 8 ans, j'ai commencé à travailler sur moi, à me rendre compte que j'allais pas forcément très bien, que j'avais des émotions que j'arrivais plus à gérer, plus à renfermer au fond de moi, et je savais pas quoi faire. Donc j'en ai parlé avec des gens dont c'est le métier, hein, et puis ça m'apportait pas suffisamment. Mais je me suis quand même accrochée. J'ai essayé de m'écouter beaucoup. Et ouais, une fois que j'ai commencé à découvrir mes failles, j'ai trouvé ça douloureux, mais en même temps passionnant. Je me suis vraiment dit, mais ce truc, c'est fou, je porte ça depuis tellement longtemps, je m'en étais pas rendu compte. Et ben, du coup, je m'attaque à ce problème-là. Et puis, dès que je tire le fil de la bobine, mais il y en a un autre derrière. Et en fait, on n'a jamais fini de travailler sur soi, mais
Mais c'est enthousiasmant de se dire, ah, je vais quand même beaucoup mieux. Ah, puis mes relations avec les autres sont beaucoup plus détendues. Ah, et puis tout à coup, j'ai l'impression que tout arrive facilement, les choses se profilent parfaitement. J'ai ce nouveau projet et puis tout, voilà, tout arrive exactement au moment où il faut. Mais c'est sans doute qu'avant, je n'étais pas juste pas disponible pour voir ces opportunités, alors que maintenant que j'ai la tête un peu, la tête et surtout le cœur moins plein de choses sombres, je suis capable de les voir et de m'en réjouir. Et est-ce que plus tu es disponible, plus tes dons, on va dire, dons entre guillemets, mais est-ce que eux aussi sont plus disponibles? Est-ce que du coup tu as des c'est peut-être plus facile pour toi de ressentir les choses dont tu parles, non? Je pense que j'ai si c'est le sens de ta question, ma pratique évolue et mes outils évoluent effectivement. Parce que je suis ouverte à ça, mais bon, je le suis déjà depuis quelques années, mais je pense aussi que, les outils qu'on utilise, se font, se patinent dans le temps et hem, de même qu'on apprend à les connaître et à connaître la finesse de ce qu'ils sont capables de donner, c'est comme si aussi on me délivrait de nouvelles choses, vraiment de nouveaux outils de travail avec lesquels je pensais pas du tout pouvoir travailler un jour. On m'a toujours dit que j'étais quelqu'un d'intuitif, mais au début, je m'en rendais pas compte. Et puis, quand j'ai commencé à avoir des soins où je percevais des éléments de l'histoire des gens, qu'ils soient traumatisants ou non, bah, plutôt des choses traumatisantes, c'est vrai que je me suis dit, ah tiens, ce truc, je savais pas du tout que je pouvais le faire. Et puis, c'était l'un des premiers outils, en fait. Et puis après, c'était le clair ressenti. Et puis, ça a été des choses sur le corps ensuite. Et puis, voilà, à chaque fois de nouvelles choses qui viennent s'ajouter à ma trousse à outils. Il n'y a jamais eu de peur là-dedans? Au début, par exemple? De ce qu'on peut comprendre, la peur et l'amour, c'est quand même 2 choses différentes. Donc si t'es disponible et plein d'amour, logiquement, t'as pas de peur. Mais forcément, on reste des humains. Donc peut-être que, et je fais un lien avec ce que je te disais tout à l'heure par rapport à un auditeur qui ressentirait des choses. Mm. Mais comment est-ce que tu as pu le vivre au début? En fait, c'est ça ma question. Ah ben, au début, c'était très dur. Au début, j'ai bah, je venais d'accoucher et puis ça correspondait aussi à la période où mon chef, euh, que j'appréciais, j'avais une relation un peu difficile avec lui sur le plan professionnel, mais j'avais beaucoup de gratitude envers lui aussi. Et ce monsieur est décédé. Et je pense que je sentais sa présence dans mon appartement. Donc ça faisait un mois que j'avais accouché, non, 2 semaines. Je sentais sa présence et ça me mettait vraiment très mal à l'aise. Je voyais des plantes bouger, je sentais des choses passer dans mon champ de vision, dans les angles morts, comme je les appelle. Et je n'étais pas bien du tout. La nuit, je me réveillais, je sentais une présence à côté de mon lit. Donc oui, j'étais pétrifiée par la peur et c'est à ce moment-là que j'ai eu une expérience vraiment très lumineuse. Je pense qui m'a hissée suffisamment haut vibratoirement pour que je sorte de tout ça en fait. Une nuit, alors que je dormais pas parce que j'étais justement inquiète pour ma fille, pour ce qui se passait autour de nous. J'ai j'ai vraiment rencontré une énorme lumière. Alors, comme on en parle dans les films, hein, la lumière la plus blanche et la plus éclatante qu'on puisse imaginer. Et j'ai vécu l'expérience de l'unité avec cette grande lumière, en fait. Et même juste avant de ressentir l'unité avec le grand tout, j'avais peur. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, j'ai quand même accepté cette expérience et j'étais ébahie par tout ce qu'on peut recevoir dans ce moment-là, toute la connaissance du monde en une seule seconde, tout l'amour du monde en une seule seconde, c'était vraiment une expérience incroyable. Et à partir de là, j'ai compris que la lumière l'emportait toujours sur l'ombre. Mais à côté de ça, je veux quand même dire aux auditeurs qui ont des peurs et aux auditrices qui peuvent avoir des peurs que
Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de bien et de mal. Bon, évidemment, on peut le formaliser comme ça, mais pour moi, le monde, c'est une sorte de dégradé de blanc et de gris, si on veut dire. Je dirais même plus que, comme on peut le voir sur sur les ordinateurs, quand on veut choisir une couleur, il y a une espèce de grand plan avec toutes les couleurs qui sont dégradées des unes vers les autres, du bleu vers le vert, du vert vers le jaune, du jaune vers le rouge, etc. Une espèce de forme, je ne sais pas s'il faut dire matricielle, mais quelque chose qui serait en 2D, mais je pense que c'est même 3D, 4D, 5D. En fait, si je dois simplifier les choses, en 2D, je dirais qu'on est toujours sur un dégradé des nuances de blanc, du blanc au noir. Pour moi, en plus, en plus de cette valeur, je dirais, d'énergie, il y a en plus tout ce qui anime l'énergie. Est-ce que c'est plutôt une énergie de la nature? Est-ce que c'est plutôt une énergie qui est liée à un lieu physique? Est-ce que c'est plutôt une énergie angélique? Est-ce que c'est plutôt une énergie, etc. Bref, tout ça, ça donne encore en plus de la texture à l'énergie. Mais pour revenir à des aspects de nuance, on évolue avec avec des énergies qui sont autour de nous, un peu plus foncées, un peu plus lumineuses. Et voilà, on interagit sans cesse avec toutes sortes d'énergies. Alors parfois, elles sont beaucoup plus sombres que ce qu'on est nous-mêmes. Nous, on n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir, on est une nuance de gris, on va dire. Et parfois, on est confronté à des choses beaucoup plus lumineuses qui nous élèvent vers quelque chose vers un gris qui serait moins gris de nous-mêmes. Et il y a des choses qui auraient tendance à nous assombrir dans notre coloration. Mais j'aime pas bien entendre des gens qui disent, par exemple, ben moi, je côtoie pas telle personne parce que elle est méchante ou elle est mauvaise énergie. Bah ouais, bah elle est là où elle en est elle, puis nous on est là où on en est nous, mais nous on est encore le noir de quelqu'un d'autre, le noir du Dalai Lama, le noir de je ne sais pas donc voilà, on est la nuance peut-être beaucoup trop sombre de quelqu'un d'autre. Tout ça, ça manque, je trouve, d'ouverture d'esprit. Ça manque d'humilité. On devrait toujours chercher la lumière, peut-être plus lumineux que nous, et accepter d'être aussi la lumière de quelqu'un d'autre, en fait. Donc, de se mélanger un maximum. Simplement, je pense que quand on a suffisamment travaillé sur soi, on est capable de ne plus être affecté par la noirceur ou le côté sombre de quelqu'un. On n'est plus affecté par sa colère, on n'est plus affecté par une forme de mesquinerie peut-être, mais chacun porte ce qu'il porte pour des raisons très précises, et chacun a le droit d'entrevoir la lumière. Donc, pour revenir à ta question, plutôt que de réagir en fonction de la peur de quelque chose qui serait sombre ou qui serait néfaste, dans ces moments-là, je pense qu'il faut chercher la lumière. Et c'est des choses que j'ai expérimentées moi-même dans des soins où je pense que on pourrait dire que j'étais confrontée à des forces sombres. À partir du moment où j'ai eu cette pointe de peur, ben, ces énergies sombres se sont renforcées, elles se sont nourries de ma peur. Mais dès lors que j'ai pensé à appeler la lumière, tout s'est dissipé en fait. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut réagir dans la vie en général. Bon, voilà, j'aime pas trop donner des leçons, mais je crois que c'est vraiment ce qui, moi en tout cas, ce qui est mon moteur et ce qui m'apporte tellement plus dans la vie que de réfléchir en fonction des peurs. Après, je dis pas que j'ai plus de peur, mais quand j'en vis une, j'essaye de me rappeler que c'est la lumière qui me donnera la solution et pas la peur. J'aime beaucoup pas une image, mais cette note de couleur que tu donnes à tout ça. C'est très imagé, ça permet de voir les choses de façon plus simple, je trouve. Mais est-ce que du coup, plus tu es dans la lumière, plus tu es vulnérable
face à la noirceur? Non, puisque tu es en train de dire que justement, tu as plus facilement accès à la lumière, donc tu as plus facilement accès à faire taire, entre guillemets, la noirceur. Alors que la noirceur, si elle est là, c'est pas pour rien non plus. Elle est là pour sublimer la lumière, en quelque sorte. Mais Je pense que ce sont nos failles qui peuvent nous précipiter dans la peur, en fait. Et nos failles, elles sont magnifiques. C'est là que réside, je pense, notre divinité en réalité. On pourrait dire la divinité, c'est la perfection. Mais pour moi, et c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert récemment, c'est que le cadeau ultime qu'on nous a fait, si on croit en Dieu ou en le grand tout, la source, je pense que le cadeau de la source, c'est de nous offrir la mort, et donc la peur de la mort. Et pourquoi ce serait un cadeau? On se dit mince, c'est quand même pas cool, on a froid, on a mal, on expérimente tout plein de trucs hyper désagréables. Pourquoi mettre une fin? Mais c'est justement parce que c'est dans le fait d'être ici, dans une dimension où le temps existe, ou en tout cas où on pense qu'il existe, c'est notre condition de finitude qui fait que on a envie de faire les choses. Quand on est tout amour, on a plus de moteur en fait. Je pense que là où il y a plus de moteur, il y a plus rien à faire en fait. Et je pense qu'on s'incarne justement pour se confronter à ce qui est douloureux. Donc, il faut surtout pas occulter nos parts d'ombre. Au contraire, il faut aller mettre de la lumière là où il y a de l'ombre pour les découvrir. Et peut-être devenir un jour des sages ultimes. Et je pense que c'est ce que recherchent les bouddhistes, en tout cas des civilisations qui portent une religion depuis très longtemps. C'est arriver à l'état ultime de connaissance, de sagesse, qui fait qu'on devient vivant, on devient plein d'amour et immortel. ouais, je comprends. Une fois que tu as débloqué ces dons-là, du coup, j'aime pas le mot don vu ce qu'on est en train de dire, mais euh, est-ce que tu es connecté pour toujours ou est-ce que il faut cultiver tout ça? Est-ce que tu as, je sais pas, et là, j'ai cet exemple qui me vient, quelqu'un qui a des dons, mais qui boit de l'alcool régulièrement, par exemple. Il y a deux choses dans ta question, je pense. Si je me perds en route, tu me récupéreras. La première chose, c'est que quand on se confronte, enfin quand on découvre cette connexion qu'on peut avoir, tu parles de don, moi je parlerais plutôt d'aptitude peut-être. Travailler avec ça apporte beaucoup de bien-être. Donc en général, quand on découvre, on a envie de travailler et on va de mieux en mieux, donc on progresse dans ce sens-là. Après, on peut avoir ces capacités et décider de les refuser, et puis de faire entre guillemets n'importe quoi dans sa vie, etc. Mais je pense que de toute façon, les aptitudes n'ont rien à voir avec notre comment l'expliquer? Savoir si on est bon ou mauvais finalement. Enfin, en d'autres termes, soyons humbles. Même le meilleur guérisseur peut être un gros con. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Je pense que développer sa spiritualité nous élève en vibration, fait de nous des êtres de plus en plus blancs, de plus en plus riches surtout, et de plus en plus capables d'accueillir la différence, d'accueillir nos propres failles, et donc de les soigner. Et donc c'est un cercle vertueux. Mais clairement, on pourrait tout enrayer si on le souhaitait. En fait, on a toujours le libre arbitre. Qu'est-ce qu'on fait de notre existence? C'est à nous de le choisir. Mais globalement, je dirais que quand on côtoie de belles énergies, on a envie d'aller vers du mieux. On a envie d'être meilleur. On a envie de porter des valeurs. Voilà. On est tous, je pense qu'individuellement, on se considère tous comme des gens bons. Mais il faut pas s'arrêter à ça, en fait, parce qu'on est fondamentalement toujours
le un peu plus gris de quelqu'un. Tout à l'heure, tu parlais de choses que tu vois dans ton champ de vision. Ça me parle dans le sens où il peut m'arriver aussi de voir des choses sur les côtés dans mon champ de vision. Toi, tu disais les angles morts, il me semble. Mais il m'est arrivé aussi, par exemple, de croire voir un chat dans ce champ de vision. Voir un chat, aussi une personne, mais un chat, ça me perturbe. J'ai l'impression que ça peut être sur mon imagination, ou alors la fatigue, ou alors du coup, je me dis, ben justement, c'est parce que je suis fatigué que je baisse ma garde. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Les perceptions, si elles sont justes, elles interviennent toujours à un moment où notre mental est déconnecté. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose, on pense à, je sais pas, on pense à ses courses et tout à coup, dans l'angle mort, on voit quelque chose. Pour moi, c'est le signe que c'est probablement une perception juste. Après, si on essaye de revoir la chose et qu'on la voit pas, c'est encore un indice qu'on peut pas la voir. En fait, on peut pas la voir avec le cerveau, cette perception. C'est quelque chose qu'on perçoit avec une autre partie de nous-mêmes que les scientifiques ne nomment pas parce qu'ils savent pas le faire, mais qui passe pas du tout par l'intellect. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est quand on a cette perception, qu'on s'en rend compte, on peut essayer de se remettre dans l'état d'esprit où on était juste avant de la voir, pour essayer de la capter à nouveau. Et puis tu disais que ça avait à voir avec la fatigue. Je pense qu'avec la fatigue, peut-être qu'on débranche un peu le mental, justement. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Aussi, si ça t'arrive le soir, c'est que probablement tu es en train de t'enfoncer dans un état modifié de conscience, celui qu'on connaît tous, juste avant de s'endormir et juste au réveil. Et pour les auditeurs qui cherchent à expérimenter tout ça, ils peuvent faire pas mal de choses au moment du réveil ou juste au moment où ils s'endorment, en fait. C'est ça aussi que je trouve magique dans la vie. Parce que cette façon que l'invisible a d'être accessible et qui peut nous aider d'une certaine façon, quoi. De voir des choses, ça peut, en fonction du langage qu'on a réussi à comprendre avec nous-mêmes, comme on disait tout à l'heure, on peut comprendre des choses par rapport à ce qu'on peut voir. Et un des moyens d'y arriver, que moi j'aime beaucoup, c'est les mantras, qui en sanskrit, ça veut dire suite de syllabes chargées d'énergie. Quand même assez beau, je trouve. Rien que ça, on pourrait s'arrêter là. Mais il y a aussi des formulations. Pour moi, en tout cas, c'est une porte d'entrée à ce genre de choses. Qu'est-ce que tu en penses? On dit bien que au début était le verbe. Les mots sont des vibrations, elles véhiculent quelque chose. Donc, pour moi, les mantras, qu'ils soient dits ou chantés, sont extrêmement puissants. Mais on pourrait se faire des mantras en français, ça marcherait Ah bah oui, tout à aussi fait. bien. La différence, enfin, je pense que dans la culture indienne, on a des mantras millénaires et ils ont cette comment dirais-je, cet avantage qu'ils ont été déjà utilisés par tant de personnes qu'ils ont déjà ils bénéficient d'un égrégore d'énergie positive, comme les prières catholiques, musulmanes. En fait, le fait qu'il y ait tant de personnes avant nous qui aient utilisé ces phrases, ces chants, leur donne d'autant plus de force. Donc oui, les mantras à fond, les prières à fond. Les bouddhistes et les hindouistes vont même aller plus loin, en disant que le sanskrit serait la langue de l'univers. Et ce serait pour cette raison que ces mantras marcheraient si bien. Pour ma part, ce que j'aime bien dans les mantras, c'est que justement, ça me permet de me déconnecter de mon cerveau. Si c'était des prières traditionnelles catholiques, par exemple, ça n'aurait pas le même effet. Ça ne ferait que me reconnecter à une éducation catholique que j'ai déjà eue, et qui n'est pas basée sur la foi, sur l'amour, sur ces choses dont on parle. En tout cas, c'est pas ou plus ce qui me correspond. Et c'est pour ça que les mantras vont m'aider, par exemple. Eh oui, c'est déjà fini. Je t'avais prévenu, on se devait de présenter cet épisode en 2 parties. Maïwenn partage elle-même ses réseaux sociaux dans la seconde partie de l'épisode, mais tu peux d'ores et déjà la suivre sur sa page Facebook à Maïwenn Magnétisme et Reiki, sur sa page Instagram Maïwenn Magnétisme et Reiki avec un tiret du bas entre chaque mot, ainsi que sur son site internet mywennmagnétismereiki.com. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée.
Ça aidera grandement l'émission à se faire connaître et à toucher le plus de personnes possible. Et ce n'est pas parce que l'émission est en 2 parties qu'on déroge à la règle. Aujourd'hui aussi, tu as accès à une ressource exclusive et elle est en lien avec le sujet de la fin de l'épisode. Il s'agit de mantras que tu pourras réciter tout au long de la semaine pour t'aider à rester aligné avec ta nature profonde et à développer tes capacités innées. Comme on l'a dit, les mantras sont chargés d'énergie et il te suffit simplement de les répéter pour activer leur vibration. Je t'invite donc à répéter après moi à voix haute ou dans ta tête les 3 phrases que je vais dire, si bien sûr tu es en accord avec ce qui est dit. Tu pourras aussi retrouver ces mêmes phrases dans un document PDF téléchargeable gratuitement et sans adresse mail sur la page de l'épisode sur mon site internet à bengananda.com/3. Tu trouveras tout ça dans la description de l'épisode. Voici donc les mantras du jour. Tu peux répéter après moi. J'accepte mes peurs, mes parts d'ombre et les parts lumineuses qui sont en moi. J'accepte mes peurs, mes parts d'ombre et les parts lumineuses qui sont en moi. Je fais confiance à mes ressentis et à mon instinct. Je fais confiance à mes ressentis et à mon instinct. Je me connecte à l'énergie disponible et présente tout autour de moi. Je me connecte à l'énergie disponible et présente tout autour de moi. Je te remercie de ton écoute et de ton attention. On s'écoute la semaine prochaine pour la seconde partie de l'épisode avec Maïwenn. Je te souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine et comme on dit, namasté. Aside from my soul, there goes a sight from my soul. I think it's all angels just walk by. 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 There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my there goes a sight. There goes a sight.